Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Hey, j'espère qu'on viendra pas fou comme Jim Carrey avec le numéro 23 parce que là, on est au show numéro 23. Calisse, Hein? 23. Déjà, man. Ouais, ça va vite. Mais Ça va vite. ouais. Plus qu'on avance, plus que la neige fond. J'ai hâte d'être Ouais. rendu au show comme 33 environ. Il va faire chaud. On va être bien. Honnêtement, j'ai peur de m'attendre à des belles températures. On est au Québec quand même, hein? Oublie pas, Steve. Cette semaine, on a eu une journée qui a fait à peu près 15 degrés. Je suis allé marcher avec mon fils Tom puis mon chien. On a marché 3 km puis on avait chaud. Puis Ouais. le lendemain, il y a eu du verglas, les écoles sont fermées, c'est l'apocalypse dehors, je ne vois plus à travers les fenêtres. Fuck ça, man. Là, en fin de semaine, il annonce super beau pour le congé Pascal. Oui, le congé Pascal. Est-ce que tu as Ouais. congé le vendredi et le lundi? Vu que tu es jet set puis tu es un Ben, moi, le mastermind. vendredi, je finis de travailler à midi. J'ai une demi-journée les vendredis. Fait que mon congé est le lundi. Fait que c'est tout comme. Tu sais, on s'entend dessus que Tu as toujours bon des longs matin. week-ends, c'est ça que tu essaies de me dire. Ouais, c'est comme des deux jours et demi, etc. Mais parlant de jet set, j'ai une mauvaise nouvelle. La première mauvaise nouvelle, c'est que ma bouteille de liqueur 43 est. Ah, si, il en reste un petit peu. Comme terminée. Je l'ai fini Finis-la donc, hier. là. Finis-la devant moi, là. Ah ouais, là. Hein, ça fait ça. Ça coule pas bien. Parce qu'il y a un petit bug. Ouais, that's what she Wow. said. Et j'ai fini ça hier soir, parce qu'hier soir, j'étais avec Martin. J'étais invité au podcast de Horreur 360 de notre ami Alex. Mais oui. Donc, on a parlé de Evil Dead Rise. L'épisode va sortir le 16 avril, juste avant la sortie de Evil Dead. Je m'excuse de te corriger. De Evil Dead 2013. Ouais, c'est ça. Je me suis corrigé moi-même dans ma tête. Donc, juste avant la sortie d'Evil Dead Rise, en fait, très, très hâte. Et là, tu es au courant, Stéphane, que, tu sais, en plus de Sur la route de l'horreur, on a une autre page Facebook qui s'appelle Infamous Horror. Et ça s'est mergé avec le podcast de Hell to the Deadites. Fait que croyez-le ou non, mais hier soir, Christopher, qui reste à 1 heure de LA, s'est fait inviter à aller voir le media screening de Evil Dead. Écœurant. Et ce soir, à minuit, heure locale, notre heure, il a une entrevue avec le réalisateur à propos d'Evil Dead. Fait que je pense que l'entrevue doit juste sortir le 11 avril. Fait que aussitôt qu'elle va être disponible, on va la mettre dans le show parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, puis on a le goût. C'est deux choses. Exactement. Là. Parlant du goût, parlant de pas le choix, j'ai pas le choix d'ouvrir ma deuxième bouteille, mais là, elle est déjà ouverte en fait. Ah, oui, c'est vrai. Je l'ai ouverte hier soir. J'ai fini la première. Tu bois tellement de liqueur 43 que tu sais même plus si c'est ouvert ou fermé. Là. Wow. Ça fait longtemps là, que je suis revenu de Barcelone. Je viens d'ouvrir la deuxième. C'est quand même long. Bon, t'es pas si pire, finalement. Et là, l'autre bonne nouvelle, c'est que je pourrais finir celle-là dans le prochain mois parce qu'à la fin du mois, j'y retourne à Barcelone, mon Stéphane. Je retourne shooter à Barcelone du 24 avril au 2 mai. Fait que je vais pouvoir en ramener un. Écoute, moi, c'est quoi je fais du 24 avril au 2 mai? Je vais avoir ma fête, en fait, le 29 avril. Je vais peut-être aller au Costco. Je ne sais pas encore. Par contre, je ne peux rien promettre. Là. Probablement que je vais regarder Evil Dead Rise dans ces journées-là pas mal aussi. Ouais. Pour toi, le 29 avril, je vais t'envoyer une belle photo de bonne fête en direct de la plage de Barcelone. Ça fait-tu ton OK, mange la marde, mais ouais, tu peux faire ça. C'est bon. Fait que, c'est tout. Hein? Tout. On finit le show de même. Correct, ouais. là? Fini. Drop mic, Steve. Wow. On est rendu où, là? On est rendu à... Comment? Ton ami? À l'entrevue de la semaine? Non, l'entrevue de la semaine va venir après que Daniel nous ait dit qu'est-ce qui s'est passé un 7 avril dans le monde de l'horreur. Qui? Salut tripeux d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 7 avril, un total de 26 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci.
Premièrement, en 1960, on a Peeping Tom, qui est un thriller horreur psychologique qui raconte l'histoire d'un homme qui tue des femmes avec sa caméra pour filmer leur expression faciale au moment de leur mort. C'est considéré comme un progéniteur du genre slasher, un peu comme Psycho, mais il est sorti avant lui. Ensuite, en 1974, on a Captain Kronos, Vampire Hunter. Dans ce film-là de la Hammer, on suit les aventures de Captain Kronos qui enquête sur des morts mystérieuses dans un petit village où les victimes se retrouvent à vieillir hyper rapidement. C'est une histoire de vampire pas comme les autres qui met en vedette la très séduisante Caroline Munro, puis c'est un des derniers bons films du studio de la Hammer. Ils pensaient starter une nouvelle franchise avec ça, mais dans les années 70, ce genre de film-là pognait plus ben, puis ça n'a pas été bien long qu'après ça, le studio a fermé. Heureusement, dans le milieu des années 2000, il est revenu, puis fun fact, le remake de The Woman in Black avec Daniel Radcliffe, il est produit par eux autres. Ensuite, en 1988, on a Fright Night Part 2, qui est la suite de l'excellent Fright Night de Tom Holland, et cette suite est aussi réalisée par lui. Cette fois, on suit les aventures de Charlie Brewster et de Peter Vincent qui font face à la sœur de Jerry, le voisin de Charlie dans le premier. Je l'ai toujours pas vu, puis il est quand même assez rare, mais j'ai été mardeux il y a une couple d'années, puis je l'ai trouvé pour seulement 99 cents en VHS au Village des Valeurs. Faudrait peut-être que je le regarde un moment donné, hein? Ensuite, en 1989, on a Dead Calm, qui est plus un thriller psychologique qu'un film d'horreur. C'est un film australien qui met en vedette Sam Neill, Nicole Kidman et Billy Zane. Ça raconte l'histoire d'un couple en croisière sur leur voilier qui sauve un naufragé dont l'histoire est pas pire louche, puis ils se mettent à craindre pour leur sécurité. C'est considéré comme un must, puis le New York Times l'a mis dans sa liste des 1000 meilleurs films ever. Après ça, toujours en 1989, on a I, Madman, qui est réalisé par là, je vais probablement scraper son nom, Tibor Takas, le même gars qui a fait The Gate 1 et 2. I, Madman, c'est un slasher giallo où on suit l'histoire de Virginia, une wannabe actrice qui tripe sur les romans d'horreur des années 50. Elle en trouve un nouveau qu'elle adore, mais malheureusement, en le lisant, le tueur du livre s'échappe et se met à tuer dans la réalité. J'ai toujours voulu voir ce film-là, puis à cette heure que je sais que c'est du même réalisateur que The Gate, j'ai encore plus hâte de le regarder. Ensuite, en 2005, on a The Amityville Horror, qui est le remake du classique The Amityville Horror de 1979. Cette version-là met en vedette Ryan Reynolds, Melissa George et Chloé Grace Moretz dans son tout premier rôle au cinéma. C'est basé sur le roman qui, lui, est basé sur l'histoire supposément vraie de la famille Lutz, qui raconte qu'après avoir pris possession de leur nouvelle maison où une famille a été assassinée, cette partie-là est vraie, by the way, ils auraient vécu des événements paranormaux qui les ont fait fuir leur nouvelle demeure en dedans de 28 jours. Opinion controversée? J'aime mieux le remake. Et ensuite, et finalement, en 2016, on a Before I Wake, qui est un film de Mike Flanagan qui raconte l'histoire d'un jeune garçon dont les rêves se matérialisent physiquement pendant qu'il est endormi. Je l'ai toujours pas vu, donc je peux pas en parler plus que les autres films que j'ai parlé aujourd'hui, mais je me devais de le mentionner parce que c'est de Monsieur Flanagan. C'est finalement tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et de retour à toi Steve et c'était là. Ben, Stella, c'est quand même une très bonne bière. Fait que c'est presque un compliment. C'est vrai. C'est quand même drôle, Daniel, il a dit tantôt qu'il y aurait de la misère à dire le nom d'un réalisateur. Puis il y a de la misère avec les noms en général, Daniel, je pense. Effectivement. Mais il a été capable de dire Capitaine Kronos. Mais quel titre weird. Les années 70, c'est l'horreur. À mon avis, en tout cas, c'est une décennie qui est hit or miss pas mal. Ouais. C'était une décennie de transition, je trouve, entre le Hammer et l'horreur Universal qui était tiré à sa fin pas mal. Puis c'était comme. Ils ont essayé des affaires. Ceci dit, il y a des très bons films des années 70. Il a parlé de deux affaires. Il a parlé de Amityville, le remake de 2006, je crois. Uh-huh. Puis je suis d'accord, je préfère également le remake. Mais l'original m'a fait très peur. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais jeune, j'aurais pas dû regarder ça, man. Mais j'ai vraiment eu la chienne. Juste l'ambiance, vraiment, dans le film, là, c'est bien rendu, c'est efficace. C'est une série que faudrait que j'écoute. Non. Bon, pas toutes les boîtes là, qui sortent depuis les 3 dernières années, là, Amityville, à la crème glacée noire, puis au La bleuet, toilette. Ouais, c'est ça. Dead Toilet, Amityville, l'affaire-là. Mais j'ai 2 coffrets, en fait, ici, d'Amityville. J'ai les 4 premiers dans un beau coffret, puis ensuite, Vinegar Syndrome ont sorti un autre coffret de 3 films, je pense, 4 films, qui sont chez nous, plus le remake. Fait qu'éventuellement,
faudrait, tu sais, ça, The Omen, faudrait que je me lance là-dedans, mais avant, je vais terminer les Hellraiser qu'on va parler plus tard, justement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. T'en as pour un esti de bout avec ça parce que si tu essaies de te faire un marathon, ça se peut que tu t'ouvres les veines, là, comme le gars dans Nightmare 3 quand il se fait promener comme une marionnette par ses tendons et ses veines. Là. Fait que fais pas ça, man. Fais pas ça d'une claque. Là. Espace-les. Tu sais, une femme qui accouche, apparemment que ça fait tellement mal que les hommes, on serait tous morts de cette douleur-là. Mais ils choisissent d'accoucher à nouveau, tu sais, souvent un an plus tard, parce qu'ils ont oublié la douleur. Fait que je te conseille cette approche-là. Imagine-toi que tu es une femme enceinte, Steve, avec la franchise Hellraiser. Wow, quel lien incroyable que tu nous fais là. C'est la médication qui fait ça, Steve. Tu m'as fait perdre, c'est quoi le nom de notre invité cette semaine? Ah oui, en fait, non, écoute, ça c'est. Ben, tu vois, c'est une naissance prématurée. Une naissance prématurée avec. C'est pas fin pour Daniel, ça. Avec... Je trouve qu'il n'est pas si de pire, son nom. Non, naissance prématurée avec Nino et Denis Hott de leur BD Westwolf parce que campagne de financement pour faire leur BD, campagne va super bien, etc. Nino qui a fait le Shawicon, qui organise le Shawicon. Denis, que vous avez sûrement vu au Requiem l'année passée, si vous êtes venu, un super illustrateur, il est toujours au Shawicon. Fait que je fais tout le temps l'entrevue avec les invités comme en début de semaine. Et là, quand on fait le show, ben là, on passe, etc. Et là, je suis en train de faire l'entrevue avec eux. Et dans ma tête, leur campagne de sociofinancement se termine le 9 avril. Je me dis, ça va sortir le 7, c'est juste parfait, le monde va avoir le week-end, puis blablabla. Et durant qu'on fait l'entrevue, à un certain point, à un moment donné, je me rappelle plus, je crois que c'est Nino qui dit, ben notre campagne de financement se termine ce jeudi, puis je suis comme, oh fuck, jeudi c'est hier. Fait que là, on a mis le clip en ligne pour les aider. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu passer sur notre page Facebook, ben, on va vous remontrer cette entrevue qui était fort agréable et vous allez me voir encore démolir des noms. J'appelle Denis. Et, je sais pas Denis. Il vient de France. Ben oui. C'est bien France. Fait que, on y va pour l'entrevue. Cette semaine, pas deux invités, un retour, Nino Mancuso du Shawicon et Denis Hott, que vous avez peut-être vu au Requiem l'année passée, mais si vous avez été au Shawicon, vous avez vu Denis. Denis, pourquoi je dis Denis? Denis. C'est pour te donner une importance américaine. Je sais pas, Denis, ça fait plus artiste. C'est super drôle parce que hors d'onde, je leur disais que des fois, je massacre les noms, puis qu'il y en a des fois qui me le disent pas. Tu m'aurais-tu dit que j'étais en train de t'appeler Denis? Ou je t'aurais laissé aller. J'ai absolument retenu ce que tu as dit tantôt. Wow, incroyable. Fait que les messieurs, vous venez sur le show pour parler de votre projet Westwolf, qui est une BD et qui défonce, je ne vais pas dire tous les records, mais je veux dire, votre campagne de financement va super bien. Fait que je vais vous laisser, j'aime pas ça parler à la place des gens, je vais vous laisser dire c'est quoi ça, Westwolf, en fait. C'est vraiment incroyable. On est content. Tu me dis pour la campagne, on a défoncé notre deuxième but. À l'instant même, il y a peut-être 10 minutes, on est rendu à 6500 quelques. Fait que notre but était ça, 6500. On a dépassé, on est vraiment content. Fait que oui, c'est juste des bonnes nouvelles. Westwolf, c'est quoi? Ça va être une BD horreur. BD avec bien de l'action, du sang. Ben, du sang. Continue, on aime ça, continue, on aime ça. Denis, met du sang, Denis. J'ai pas le choix, tu le dis tellement souvent. Tu vas en avoir partout. Dans le fond, Denis, je présume, en fait, que tu es l'illustrateur de tout cela. Nino, est-ce que tu dessines aussi? Je crois pas. Hein? Oui, à part des bonhommes allumettes. Non, ça serait pas une bonne idée de laisser faire. C'est ça. On aurait bien des bonhommes pendus. Oui. Mais c'est pas mal tout. Non, mais des bonhommes allumettes avec des petites lignes qui ressemblent à un pistolet, avec des couteaux. C'est juste une ligne, c'est un couteau. Il y a moyen de faire quelque chose. Il veut me faire comprendre une scène que dans sa tête, puis là, il part. Là, puis il me fait des petits bonhommes allumettes comme ça. Puis ça, Denis, ce carré-là, ça veut dire que c'est ça. Ah, ok, c'est correct. Ouais, mais comme au moins, tu vois un peu la scène, la manière que je Hey, pour me défendre, là, si vous vous rappelez bien, dans notre jeunesse, là, il y avait Linéa, tu sais, le petit
la ligne faite oui. à la craie, ben c'est Ouais, c'est italien, hein? Ah. Fait que, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis même ça, c'est déjà pas mal plus que ce que je suis capable de faire. OK. Fait que là, West Wolf, c'est quoi? On parle de complètement autre chose. Oui. Ça va pas à bonne place, là. Notre personnage principal, c'est un ancien homme de loi qui est arrivé à une grosse bad luck. Il manque quand même pas mal de bouts de mémoire. Il a perdu sa famille. Il a vécu un peu un enfer. Puis, il va chercher à se venger de tous ces méchants-là, ces bandits-là. Puis, il a reçu comme une malédiction. Ça n'a pas été vraiment voulu à ce qu'on entend dans les débuts de l'histoire. Puis il se transforme en loup-garou. Donc, sa malédiction va l'aider à combattre. En étant un monstre, il va combattre d'autres monstres avec ses pouvoirs-là. Fait que ça va être du beau western spaghetti mélangé avec un peu de magie, mélangé avec un petit peu de steampunk. C'est ça. Ça va être L'inspiration vient de qui? Est-ce que c'est toi, Denis, qui est un fan des westerns, des choses comme ça, ou c'est juste que vous êtes assis ensemble? Tous les deux, on est des fans western là-dessus. Là, moi et Nino, on a une couple d'intérêts communs comme ça, on a des goûts en commun. Mais comme je dis souvent, on n'est pas d'accord sur ce qui est bon, nécessairement. Des fois, ce que lui il aime, moi je fais comme, mais pourquoi il aime ça? Mais c'est dans le même univers, tu sais, fait que on se rejoint beaucoup là-dessus. Puis je pense qu'on a le même désir d'amener ce qu'on a en tête sur papier, en projet, puis de le partager là-dessus. Mais oui, moi, depuis que je suis tout petit, avec mon père, on écoute des westerns, puis c'est lui qui m'a initié à ça. C'est ça, surtout Clint Eastwood, John Wayne un peu. Mais moi, j'ai accroché Clint Eastwood, c'est ça qui m'a fait rentrer un peu dans cet univers de western spaghetti-là. Good. Et est-ce que c'est la première fois que vous collaborez ensemble sur un genre de projet comme ça? Ou non? Oui, peut-être. Oui. Aussi complet que ça, oui. Aussi complet, oui. Qu'on va terminer, oui. Parce qu'on a un autre projet qu'on a commencé ensemble qui est un peu plus zombie, post-apocalyptique, au Québec, en BD. J'avais fait, il y a quelques années, je pense que c'est vers 2014, une petite web-série qui s'appelait Rapace de 3 épisodes. Puis on voulait partir de ça. Puis justement faire la BD de ce monde-là. Qui est encore un projet qu'on a, mais qui a été mis de côté pour l'instant. Là, on se consacre vraiment à West Wolf, évidemment, pour sortir ça. On a tellement hâte de le voir. Hein. Puis Rapace, c'est-tu disponible quelque part sur les internets? Ou, oui, ça existe encore sur... je t'enverrai les liens si tu veux voir ce que ça a l'air. Il y a une évolution. On n'avait aucun budget. C'est vraiment moi qui prenais de l'argent de ma poche, puis on a fait 3 épisodes. Ouais. Je fais une convention là-dessus. Hein, fait que... on a fait des films et un documentaire. Excuse-moi, continue. Oui, mais il n'y a pas de trouble. Mais c'est ça, on a fait 3 épisodes d'à peu près entre 12 et 15 minutes. Là. Fait que, la 3e épisode commence à avoir... les combats, c'est plus le fun. Les zombies, les maquillages, c'est vraiment mieux. Fait que tranquillement, on commençait à avoir la main à la pâte puis à faire de quoi de bien. Sauf que, bon, évidemment, tu sais quoi. De 1, ça coûte cher. De 2, ça rapporte rien. Puis de 3, ben souvent, quand tu as un casting avec plusieurs personnes, mais ce qui arrive, c'est que tu n'es plus capable de rejoindre. Les gens sont plus capables d'être là en même temps. Puis ça fait que ton projet prend du temps et du temps à faire. Puis tu fais comme à un moment donné, ben on arrête ça. Ouais, effectivement. Nino, on t'a déjà reçu sur le show. Les gens savent que tu t'occupes du Comic-Con, du Shawicon de Shawinigan, etc. Yes. Denis, bon, on parlait, tu étais illustrateur, BDS, etc. Ouais. Tu peux-tu nous en donner un petit peu plus sur ton background que les gens aient plus. Ah, mon Dieu, mon background, j'ai toujours été attiré par ça, puis tout le temps, mes études sont faites en art. Okay. Après ça, ça a évolué de mon deck en art en dessin animé. J'ai étudié en dessin animé. J'ai travaillé un petit parcours d'à peu près 2 ans là, en dessin animé, dont j'ai atterri chez Sinard pour des brefs projets. J'ai touché un petit peu à Caillou, entre autres. Ensuite, ouais, non. Je te vois par une petite face enthousiaste, mais non, mais c'est le fun. Non. C'était mon surnom quand j'étais plus jeune. Ma petite cousine m'appelait Caillou, parce que j'avais pas le choix. Par exemple, tout le background, que ce soit chez Sinard ou ailleurs en dessin animé, c'est vraiment c'est vraiment là, une expérience de production. Puis quand on parle de production, c'est que tu n'as pas le temps d'arrêter là-dedans. Là. Fait que je sais c'est quoi comme quand il faut que ça sorte maintenant. Là. Fait que c'est ça a beaucoup aidé. Après ça,
J'ai été infographiste aussi pour jumeler un petit peu tout, parce que dans le temps, quand je parlais de dessin animé, là, dans le temps, c'est vraiment fin 90. Début 2000 à peu près. Fait que, tu sais, pour la carrière d'illustrateur, c'était pas aussi évident, surtout qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui pour se promouvoir. Fait que, un petit peu d'infographie à travers ça. J'ai tout délaissé ça à un moment donné. Rencontre une femme, fait des enfants. Tu veux quelque chose de stable de 8 à 4. L'erreur, non, c'est pas vrai. Ben oui, 9 ans plus tard et vraiment proche du burn-out. Je me suis remis à dessiner, puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des conventions autour 2012, ma première convention Comic-Con de Montréal. Et puis depuis ce temps-là, ben, je roule jusqu'à la pandémie, la dite pandémie. C'était mon gagne-pain principal, là, faire les conventions, les commandes avec les particuliers. Cool. Plus ça allait, plus j'avais de corporatifs. Mais la pandémie, ça a eu ça de bon. J'ai pu me consacrer vraiment à mes réseaux sociaux. J'ai rencontré Nino. Puis c'est là qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Fait que j'ai développé plus le côté, comment je pourrais dire, illustrateur professionnel que fan art d'inconvention. C'est ça. Tu cours après tes contrats un peu et tout ça. Depuis ce temps-là, ça me suit. Là. Ah, c'est très cool. Moi aussi, j'avais commencé au Comic-Con de Montréal dans les conventions. J'ai commencé en 2012 à m'occuper de la section horreur, justement. Fait qu'on a ce point-là en commun. En 2012? Ouais. Mais ils n'ont pas gardé longtemps, je ne me trompe pas. Hein? Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on a eu la section horreur. Jusqu'à temps qu'à un certain point, le Comic-Con est tellement rendu gros et familial que si ce n'était pas un invité pour les médias, un Robert Englund, un Bruce Campbell, un Romero, Wes Craven dans le temps, etc., ces invités-là n'étaient pas très attrayants pour le Comic-Con pour mettre de l'argent sur d'autres invités outre les médias. Fait que quand on parle d'un Stuart Gordon, par exemple, qui a réalisé Reanimator puis plein de films que toutes les fans d'horreur tripent dessus, mais pour eux autres, c'est comme ouais, ben là, il va nous coûter un cachet pour le peu de monde qui vont faire ça. Fait que, tu sais, pour eux autres, c'était pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, je vais me retirer. Il y a de moins en moins d'horreur. Il y a de plus en plus de sci-fi puis d'autres choses. Et les tables sont de plus en plus chères. Fait faire venir quelqu'un de Toronto vendre ses films, je veux dire, c'était impossible qu'il rentre dans son argent, malgré que l'expérience était le fun. Fait que c'est là que ça a comme arrêté. Oui, puis pour le Comic-Con, ces années-là, à peu près, c'est l'explosion des films super-héros, Marvel et compagnie. C'est ce qui a attiré vraiment tout un autre type de clientèle. C'est ça. Fait que tu sais, ça marchait juste pas. Puis j'avais toujours voulu faire ma propre convention. Fait qu'on a commencé les Requiem comme tranquillement, pas vite. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais écoute, je vais faire un petit rap rapide. Fait que, OK, West Wolf, c'est en sociofinancement jusqu'à quand? Et quand est-ce qu'on s'attend après d'avoir la BD? C'est quoi vos plans, vos deadlines, ces choses-là? Puis allez-y, closez-moi ça, ce petit segment-là. Ça termine, c'est jeudi, hein, Denis? Juste pour jeudi, exactement. C'est bien ce jeudi. Donc, il reste vraiment juste quelques jours. Il reste 3 jours, en fait, là, avec aujourd'hui 4, mettons. Puis, on s'attend, nous, le maximum, on devrait la finir au mois de février prochain. Donc, fin février, d'après moi, maximum, ça va être terminé. Va s'en suivre, évidemment, campagne publicitaire et tout. Puis, on va se lancer aussi dans plusieurs conventions et salons de BD là, pour faire la promotion de cette belle BD. On va avoir des points de lancement, justement, là, quand ça va être prêt, des points de lancement dans le coin de Shawinigan, dans mon coin à moi qui est à Mirabel, parce qu'on n'est vraiment pas dans le même secteur, moi et Nino, pour justement rejoindre le plus de gens possible. Tous les fonds ramassés justement sur la ruche, ça va couvrir tous les frais d'impression, entre autres, les frais de production, le graphisme, l'illustration, la coloration. Ça ne finit plus toutes les étapes. Ouais, c'est vraiment en fait pour la mise en marché de tout ça aussi. Là, fait que... Good. Ben écoutez, je vous remercie, messieurs, d'être venus faire un tour sur le show. Puis écoute, j'ai hâte. J'ai juste hâte. Ça va être le fun. Nous autres aussi, plus qu'on travaille dessus, là, plus qu'on a hâte. Une belle BD d'horreur, là, c'est tout le temps le fun. Oui, on va s'arranger pour que ça aille au moins la tonalité de tout. De toute façon, on s'est vu à ton show, puis mon portfolio porte à ça. Oui, effectivement. Ça devrait être très représentatif. Là. Mais je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir, puis on se recroise bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. OK, au revoir. Alors, la campagne de sociofinancement est terminée.
Mais continuez quand même d'aller voir leur page Facebook et quand la BD va sortir, il faut encourager ça. On va peut-être les voir au Requiem. En fait, c'est sûr qu'on va voir Denis au Requiem, Denis au Requiem, parce qu'il a déjà envoyé sa réservation de table. Mais oui, la BD devrait être prête pour le mois de février l'année prochaine. Très hâte de voir ça. Un western avec des loups-garous, de l'horreur, du gore, ça va être le fun. C'est vraiment nice. Un western avec des loups-garous, de l'horreur et du gore, ça, là, il y a juste, comme je le répète souvent, il y a juste le monde de l'horreur pour présenter des films étranges comme ça. Là. Ça, d'ailleurs, c'est étrange puis c'est magnifique. C'est beau dans son étrangeté. Mais la semaine passée, ce qui n'est pas beau, en fait, c'est ce que Martin m'avait recommandé, Attack of the Killer Donuts. Je voulais remercier quelques auditeurs là, qui m'ont écrit, soit directement ou qui ont laissé un commentaire là, en dessous du vidéo sur YouTube disant qu'ils ont bien aimé ma chronique. Je suis content que quelqu'un se soit amusé là-dedans parce que quelqu'un ne compte pas Stéphane. Moi, c'était un fucking supplice. Un film d'1h20, man, qui est supposé s'écouter tout seul. Il m'a pris 3 séances séparées pour de vrai? Ah oui, il fallait que je reset ma santé mentale puis mon intérêt aussi. Là. Écoute, j'ai failli faire Alt F4 à plusieurs reprises. Puis des films, tu sais, c'est vraiment là, de la série B et C. Puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu as parlé avec Donald Plante, justement, avec sa chronique de l'horreur de B à Z. Effectivement. Ça serait peut-être le fun, tu me partages ça, mon Steve, ça m'intéresse. Effectivement, fait que Donald, pour je trouve ça le fun quand ils sortent, lui et Raphaël, une chronique sur Horreur Québec, ils viennent en parler sur le show parce que c'est le fun des films de série B, puis Martin, il aime bien ça, puis des fois, j'aime ça donner un petit nanan à Martin, là. Tu sais, quand tu lances un biscuit à ton chien, voilà, c'est ça. Fait que sur ça, regardez la petite entrevue que j'ai faite avec Donald. De retour pour une 3e fois, Donald. Et la dernière fois, Donald, il a fallu que je fasse du montage dans la chronique parce que je t'ai appelé Donald Pilon. Puis je pense que tu t'en es pas rendu compte ou tu t'en es rendu compte puis tu n'as pas voulu me le dire. Ou Donald Caron, puis j'ai fait oh my God. Fait qu'il a fallu que je coupe ça. Mais là, Donald Plante d'Horreur Québec qui est avec moi pour une 3e fois pour parler de l'horreur de B à Z. Ouais. Écoute, Donald, t'aimes ça, écouter des films de série B, puis c'est cool, puis t'en fais des critiques. Fait que votre chronique là, du mois de mars, en fait, c'est la dernière chronique qu'il y a eu. Peux-tu nous expliquer là, c'est quoi les films que toi et Raphaël, vous avez regardés? Ouais, ça faisait un petit bout qu'on n'était pas venu, là. On a fait une pause, là. Mais là, on est de retour, puis on va essayer de revenir plus souvent. Là, cette fois-ci, Raphaël et moi, on a fait chacun 2 critiques. Je vais parler un peu vite fait de ceux qu'il a fait, là, parce que je les ai vus aussi. Il y avait Firenado, qui est un film catastrophe, vraiment très série B. Là. C'est l'histoire d'un avocat de la mafia qui se fait poursuivre par une bande de bandits. Puis il essaie de sauver d'une tornade en feu en même temps. Il se ramasse dans une cabane, puis c'est ça, il y a les bandits, puis lui, puis ils ont comme leur truc de criminel, mais en même temps, il y a la tornade qui les guette, là. Mais ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup horreur, mais c'est comme... Un genre de Sharknado, mais avec du feu. Hein, parce que... Ouais, mais c'est pas très intéressant parce que on passe beaucoup de temps avec les mafieux, puis tout ça, puis pendant ce temps-là, on oublie qu'il y a une tornade. C'est comme 2 idées un peu bizarres mises ensemble, mais puis la tornade est encore moins bien faite que dans Sharknado, là. Oh, mais j'ai vu que Raphaël aussi, il a donné un 2 sur 5. Hein, fait que c'est 2 sur 5. Ouais. C'est pas des belles, mais bon, OK. Puis l'autre que Raphaël, c'est Dose ou Call. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est un film de culte. C'est 2 sœurs qui essaient de retrouver leur père disparu. Puis ils enquêtent, ils vont dans la forêt, puis ils tombent sur un culte. Ça, c'est pas un film gore ou effets spéciaux. C'est plus un film d'ambiance dans la forêt, puis le mystère avec le culte, puis qu'est-ce qui est devenu de leur père. Les traits sont quand même pas pires. Mais c'est ça. Lui, Raphaël, il aime ça, ce genre de film-là. Moi, ça me touche un petit peu moins. Mais c'est moyen. C'est quand même pas si pire, là. Oh. Mais, hey, quand même, là, on y va avec un 2.5.
2.5, c'est comme un 5 sur 10. C'est ça. Pas si pire. Moi, j'ai une devise quand je cote un film, puis s'il est 5 et moins, ça veut dire que plus jamais dans ma vie, je vais le réécouter, habituellement. Non, ça, moi non plus, je ne l'écouterais pas, mais c'est ça. 5, c'est. Il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Là. C'est un. Non, c'est ça. Il y en a plus que l'autre. Là. Tu pourrais quand même le recommander à quelqu'un. C'est pas comme un 1 sur 10. Non, c'est pas aimer ce genre de film-là. Là. Troisième film, donc toi, Puppet Shark de notre ami Brett Kelly, si je me rappelle bien. All right, en plus, tu as le Blu-ray. Ouais, ben ça, c'est cool. Il me le fallait. Puis effectivement, comme tu dis, c'est Brett Kelly. En fait, c'est pas lui qui a réalisé le film, c'est un projet familial. C'est surtout sa femme, Anne-Marie Frigon, qui est en charge du projet. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une histoire de requin, mais avec juste des poupées. Des marionnettes. Les requins sont en marionnettes aussi. Puis c'est Anne-Marie Frigon qui a fait toutes les marionnettes elle-même. Il y a beaucoup de travail là-dedans, beaucoup de passion. Puis c'est un projet familial. Le couple, ils ont fait des voix dans le film, mais aussi leurs enfants. C'est vraiment un collectif de famille. Kelly avant avait pris sa retraite de réalisation, mais ça a été comme son dernier projet parce que ça lui tenait à cœur. C'est pas un film de requin standard, CGI cheap. C'est vraiment quelque chose de différent. C'est familial, c'est sympathique. C'est deux personnages marionnettes c'est des enfants, puis ils se racontent des histoires de peur. OK. Il y a des requins au travers de ça, les autres qui aiment ça. Puis c'est ça, c'est sympathique. Puis la troisième est assez intéressante comme histoire parce que c'est un peu un making-of du film Jurassic Island Jurassic Shark que Brett Kelly a réalisé. Quand tu sais que c'est lui qui a fait ça, c'est intéressant. Là. J'ai vu que tu lui as donné en plus 3.5 sur 5, fait que tu as vraiment eu du fun en regardant le film. Là. Ouais, c'est ça. C'est un film que je vais vouloir réécouter ça pour elle. Là. Je suis content de l'avoir dans ma collection. Là. Puis je vais aller voir Brett Kelly à chaque stock pour lui faire signer. Effectivement, ben oui, Brett Kelly va être à Shock Sock, c'est très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Brett Kelly, c'est un réalisateur qui vient d'Ottawa, qui est venu au Requiem l'année dernière. Puis en fait, il est venu au Requiem quelques fois au courant des 6 éditions du Requiem. Il est super sympathique et j'ai eu la chance de tourner sur un de ses plateaux avec un de mes amis, Hugo. À la dernière minute, en panique, il nous a appelé en disant « Les boys, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de quelqu'un pour filmer mon film. Je tourne Iron Soldier, ça met en vedette Joe Esteves, et on tourne comme le week-end prochain, puis j'ai besoin de quelqu'un pour une journée. Pouvez-vous venir comme nous aider? » Fait qu'on a fait OK. Puis on a été tourné avec Brett pendant une journée. C'était super drôle, c'était super le fun. Il fallait faker un hélicoptère. En tout cas, Iron Soldier, si tu n'as jamais vu ça, Donald, là, je vais t'envoyer le lien. Il est sur YouTube. Ouais, je vois ça. Épouvantablement bon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Je suis sûr que tu vas triper. Et le dernier, Mad AD, ça c'est... Hey, attends, je veux revenir sur Brett Kelly. Tu parlais de retraite pour Brett Kelly, mais j'ai comme vu un genre de post passer il n'y a pas longtemps sur Facebook de lui-même qui avait comme des rumeurs qu'il avait genre signé un contrat de 2 films avec SRS. Ben, ça ne m'étonnerait pas parce que il y a plusieurs de ces films qui ressortent ces temps-ci chez SRS, puis il y en a encore d'autres de prévus, là, dont son dernier Galaxy Warriors. Ouais. Puis c'est ça, ça donne une nouvelle vie à ces films qu'on avait un peu oubliés. Puis il a déjà dit que c'est ça, il aimait beaucoup le partenariat qu'il avait avec SRS. Fait que ça se peut que le propriétaire lui a demandé peux-tu en faire d'autres? Ben oui. As-tu déjà vu My Dead Girlfriend de Brett Kelly? Moi, j'ai découvert Brett Kelly à Fantasia à cause de ce film-là, My Dead Girlfriend. Ça fait très longtemps. J'avais adoré ça. J'avais ri, là. En fait, c'est un gars que sa fiancée, sa blonde, devient une zombie, puis il essaie de l'empêcher de manger ses amis. Genre. Ça fait super longtemps que je l'ai vu, mais j'avais adoré. J'ai le film quelque part. Il faudrait que je regarde ça. Dernier film, Mad Heidi. Heidi? Comment Heidi. Heidi. Tu te souviens peut-être de la télésérie Heidi à la montagne? Ça, c'est vieux, ça.
Puis ça, c'était familial, puis ça se passait dans les montagnes suisses, puis c'était la petite orpheline, Heidi, puis c'était super mignon, puis ça a joué pendant très longtemps avec les reprises, puis ma mère écoutait ça quand elle était petite, là. C'est culte, là. Puis c'est ça, il y a quelques temps, il y a quelqu'un là en Suisse qui a décidé de faire un film d'action avec ça, Mad Heidi. Ça se passe, elle est rendue adulte, puis ça se passe dans un régime totalitaire qui est un peu comme les nazis. Puis eux autres, ben, ils imposent leur monopole de fromage. Fait que tout ceux qui... fait que la production de fromage est illégale dans le pays. Puis tu sais, ceux qui produisent du fromage illégalement sont chassés comme des nazis, là. Parce que le fromage suisse, il faut s'entendre à cause du fromage suisse, je présume. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça, dans le fond, elle a fait du fromage avec son conjoint qui se fait arrêter puis tuer. Puis là, il est mis en prison. Puis elle a fini par s'en échapper. Puis elle rencontre quelqu'un qui va lui enseigner les arts martiaux puis le maniement du sabre. Puis elle va, dans le fond, combattre le gouvernement puis libérer son peuple. Là. Donc, elle devient Mad Heidi. C'est un gros film d'action avec bien du gore. Là. Ça met quand même en vedette Casper Van Dien. C'est pas n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. C'est quand même cool. Là. Puis c'est un peu long parce que c'est ça, comme je dis, il y a toute la mise en scène du début, la politique, la prison, puis comment qu'elle a appris ses arts martiaux. Mais ça fait penser un peu à Kill Bill Volume 1 là, aussi. Là. OK. Mais c'est ça, on attend vraiment dans la 20-30 minutes de la fin pour vraiment qu'il y ait de l'action puis qu'il y ait des scènes gore qui sont quand même cool. Mais ouais, ça vaut la peine, là. C'est quand même cool. On dit de ce film-là que c'est le premier Swiss Playtation. Swiss Playtation. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Même en lisant Swiss Playtation, c'est difficile à dire. Moi qui bafouille souvent, ça aide pas. Ouais, c'est ça. C'est à la fois drôle, dramatique, absurde, violent. C'est quand même un bon melting pot. Puis on promet une suite. Donc, tant mieux si ça fonctionne. Là. Fait que c'est très cool. Fait que c'était les 4 films que vous avez couverts dans votre chronique L'horreur de B à Z. Là, toi et moi, on va se voir à Shockstock. Je vais pouvoir te donner un certain film que je t'ai jamais envoyé par la poste parce que c'est une grosse merde. Je vais pouvoir te le donner en main propre. Hein? Ça va être, on se voit bientôt dans comme 3 semaines. 3 semaines à peu près? Ouais, 3 semaines, un mois. Fait que ça va être très cool. J'ai très hâte d'aller à Shockstock. En plus, vous êtes une chambre Horreur Québec pas mal, avec Chloé, Raphaël puis Jordan qui va être là. Ça va être le fun. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Shockstock, c'est une convention d'horreur à London, en Ontario, qui est vraiment cool. Donald, tu n'y as jamais participé. Tu n'as jamais été à Shockstock. Non. Donald, tu vas découvrir Shockstock. Je te souhaite de ne pas découvrir Shockstock aussi fort que Raphaël dans sa première soirée l'année passée parce que son samedi était très difficile. Mais bon, sur ça, je te remercie beaucoup. Et la prochaine chronique sera... Ah, vas-y, je m'en allais. Ouais, je vais ajouter un autre truc que j'ai fait dans le cadre de l'horreur de B à Z. J'ai fait une entrevue avec Ron Bunk. Si vous avez vu passer ça. Oui, lui, c'est vrai, j'ai vu passer. Ouais. Et Ron Bunk, lui, dans le fond, c'est le fondateur de SRS Cinéma. Ça fait 31 ans que ça existe. Il a produit ses propres films, puis aussi produit d'autres films indépendants, puis il en distribue aussi beaucoup d'un peu partout dans le monde, la France, le Japon, la Corée. Puis c'est ça, je parle souvent d'SRS, c'est lui qui dirige tout ça. Là. Puis j'ai réussi à avoir une entrevue avec lui. Là. J'ai parlé de ses films, de son entreprise, puis de tout ça. Là. Cool. Fait que tout le monde, allez sur Horreur Québec, allez avoir la chronique, allez lire aussi l'entrevue que Donald a eue. C'était vidéo? C'était par écrit. Par écrit? Allez lire l'entrevue qu'il a faite avec Ron Bunk, qui est le propriétaire de SRS. C'est vraiment intéressant d'apprendre de lui parce que ça fait au-dessus de 30 ans qu'il fait du cinéma indépendant puis qu'il produit, distribue. Il a vraiment de la belle expérience, là. Puis il est encore passionné par son sujet, là, par son projet. Là. On doit beaucoup de films de requins d'Amityville de lui. Puis pas mal de films cool aussi, là, comme de Brett Kelly aussi. Cool. Bon, écoute, merci Donald. On se revoit à Shockstock. On se voit
Bientôt, on se voit à Shockstock, mais on attend une autre chronique, là, si vous en refaites une le mois prochain. Ben, tu reviendras sur le show pour nous parler de ça. Ouais. All right. Et sur ce, on dit à Stéphane qu'il est une marde virulente. Stéphane, t'es une marde virulente. Voilà. Mais on l'aime pareil. Non, ça a l'air que marde virulente a marqué l'imaginaire de certaines personnes que je nommerai pas. Ça ferait un beau chandail, hein? Ah, ben oui. Marde virulente. Ouais, ça serait de la très bonne contraception naturelle, porter ça aussi. Effectivement. Ah, OK. Bon, fait que là, il y a plein de monde qui nous parle de films. En fait, Donald nous a parlé de films. Tu parles de Attack of the Killer Donut. Je t'ai dit que je dois me lancer dans mes Hellraiser. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je me suis lancé dans le premier opus de la série Hellraiser et j'ai regardé ça. Hey, toi, regarde-moi ça. Quel Alors, hein? c'est le fun. Mais c'est la voix en arrière. Hein. C'est comme incroyable. Je ne sais pas c'est qui fait ces C'est voix-là. mielleux. Là, non, c'est vrai. On dirait quelqu'un de Barcelone. Je sais pas. Quelqu'un qui est avec la liqueur 43 ici, un petit peu dans la gorge. Exact. Écoute, Stéphane, cette semaine, tu m'as lancé, tu m'as pas mis au défi. En fait, c'est moi-même qui ai choisi la date, que je choisis 1987 pour faire durer le suspense de 1985. Et je suis tombé sur Hellraiser, qui est dans le fond un trick que tu voulais parce que tu voulais qu'éventuellement je commence à regarder Hellraiser pour que je me sente obligé et que je sois pris dans ce vortex de la série Hellraiser. C'est comme la psychologie inverse là, que tu fais. Tu essaies de me dire de ne pas les écouter, mais tu me tricks pour que je l'écoute. Tu dis tellement de marde que tu devrais avoir une couche dans la face présentement. Fait que tu sais très bien que c'est pas ça qui est arrivé, Steve. Je t'ai mis en garde, mais tu as dit c'est pas grave, je vais le faire pareil. Puis là, je t'ai écœuré de t'entendre dire à tout le monde, à God and everyone, comme on dit en anglais, je vais regarder tous les Hellraiser. Faut que je regarde tous les Hellraiser. Un jour, je vais regarder tous les Hellraiser. Puis il faut que tu commences par le commencement, hein, comme mon père disait. Fait que là, ben, tu as commencé avec 1987. Tu as commencé avec le OG Hellraiser de Clive Barker. Oui, je me suis installé plus tôt cette semaine dans le confort de mon salon. Enfant couché, ma blonde était aussi dans le lit et dormait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'attaquer à Hellraiser, qui, un peu comme Howling, j'avais peur parce que j'avais un mauvais souvenir de ce film-là quand j'étais jeune. Je me rappelle pas d'avoir adoré Hellraiser ou aimé Hellraiser. Je me rappelle juste d'avoir regardé Hellraiser. Donc, j'ai commencé ça un peu de reculons en me disant, tu sais, il me semble que je commencerais à écouter Hellraiser 2, puis je skipperais le premier parce que me semble que je ne l'avais pas aimé. Et moi, j'ai une question pour toi. Mettons que je te nomme 10 franchises d'horreur, tu sais, populaires. Mettons Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Texas Chainsaw Massacre, Child Play, quel qu'on pourrait nommer d'autres, Candyman, Scream. Ensuite, Evil Dead, la franchise d'Evil Dead, on est rendu à 7. Quelle autre franchise là, qui devient là, rapidement? Halloween, je n'ai pas nommé Halloween. Ben oui. Il en resterait une. Quelle autre une là, qu'on pourrait nommer? Ben, Reanimator, mettons. Ouais, c'est pas une grande franchise d'horreur. Il y a eu comme deux. Non, effectivement. Ouais. On parle de grandes franchises. Mettons grande franchise. Mettons les ça. Dans les modernes, ouais, ça. Et Hellraiser. Si tu te nommes ces 10-là, là, où est-ce que tu placerais. Non, en fait, c'est quoi c'est quoi le truc que toutes ces franchises-là ont en commun avec Hellraiser? Ben, ce qu'ils ont en commun avec Hellraiser, en fait, c'est qu'ils ont un personnage, un personnage mémorable, un bad guy mémorable, en fait. Puis c'est sûr que, tu sais, Pinhead, là, disons-le d'emblée, je ne sais pas si tu essaies de me trapper, Steve, avec ça, mais Pinhead, c'est pas nécessairement un slasher. Il n'était même pas supposé être populaire de même. L'histoire était basée sur le livre de Clive Barker, Telltale Heart, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, une affaire comme ça. Puis, dans le fond, Pinhead, c'est même pas Pinhead son nom, c'est la communauté qui l'ont nommé de même. C'était le lead Cenobite. C'est juste que sa performance à Doug Bradley est tellement haute, sa voix, comment elle est modulée, était écœurante. Sa première apparition à l'écran avec les stars horizontaux en arrière,
vraiment, je trouve que ce personnage-là est remarquable, mais il n'y a pas beaucoup d'airtime dans le film. Okay. Mais en fait, je me rends compte que j'ai mal posé ma question. Qu'est-ce que les 9 franchises autres Hellraiser ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que le premier film de la franchise est meilleur que Hellraiser. Tout ce que je t'ai nommé, si tu prends les premiers films, c'est meilleur qu'Hellraiser. Tu trouves que ça est meilleur qu'Hellraiser? Ah oui, tout c'est plus divertissant, c'est plus intéressant. Tu trouves que Friday 1 est meilleur que Hellraiser? Ouais, ben oui. Je réécouterais beaucoup plus Friday 1 que je réécouterais Hellraiser. Sincèrement. Et je ne dis pas que j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça correct. J'ai embarqué. Il y a une couple d'affaires qui m'ont vraiment achalé, sincèrement. Premièrement, je m'excuse, mais cette femme-là ne serait pas capable de pogner autant d'hommes que ça pour les ramener chez eux. Elle fait dur, elle est mal peignée, puis le kit, nanana. C'est les 80s. C'est les 80s, man. Mais Là, tu transposes un look de ce temps-là. Il est terrible, ce look. Dans le film, là, tu fais comme ah. Elle est très laide. Elle est très laide, effectivement. Mais pas, je ne veux pas dire elle est très laide, mais elle n'a pas un look croqueuse d'homme. Ceci dit, Exactement. les 80s, les gens fumaient chez Zellers en dedans, puis ils s'habillaient bizarre. Il y avait des drôles de coutumes dans ce temps-là. Puis une femme de 27 ans en 1987 a l'air d'avoir 63 ans souvent. Mais tu sais, c'est quand même une femme. Les hommes sont pathétiques dans la vie. Et surtout que les hommes qu'elle va chercher, c'est pas des Brad Pitt non plus. Non, c'est vraiment des hommes, c'est des losers, c'est des gars qui se tiennent dans les bars et qui sont désespérés, puis elle en profite pour nourrir Frank. Frank était écœurant, man, ce personnage-là. Ben, en fait, c'est Frank, le personnage qui est le plus intéressant, je trouve, dans Hellraiser. Et ses motivations sont cool. Oui. Mais il y a toujours le fait du... OK, au début, bon, ils s'en vont chercher un cube, il veut comme pseudo-souffrir, il veut, tu te dis, pourquoi que ce gars-là, qui a l'air d'avoir pas une esthéticienne, a été capable de s'en aller, on ne sait pas trop où, ça a l'air dans un autre pays, acheter un cube pour pouvoir l'utiliser. Fait que ça me gosse un peu. Le début m'a un peu achalé. C'est normal, je comprends ce que tu dis. C'est juste qu'il skip des étapes pour pas que le film dure 3 heures. Parce qu'il ne passe pas beaucoup de temps sur le Lament Configuration, le fameux puzzle box. Mais tu comprends que si tu mets la main là-dessus, c'est la clé à la vie éternelle ou peu importe la promesse de ci puis de ça, puis les plaisirs de la chair. Là, une fois que tu résous le puzzle, là, tu payes le prix ultime. Puis tu brûles en enfer pour toujours. Ça. Mais je comprends ce que tu dis. Oui, c'est sûr que ça va vite au début. Oui. Puis après l'autre affaire, c'est que cette maison-là est dégueulasse. Là. Eux autres, ils s'installent là-dedans. Puis je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un ménage de cette maison-là. Je trouve des défauts, là, en fait. Je suis en train de trouver des défauts parce que, overall, le film, c'est un bon film que j'ai trouvé, que j'ai apprécié, mais pas à capoter. Je ne réécouterai pas Hellraiser une fois par année. Et même que j'ai commencé à écouter le deuxième film, juste pour dire, je vais écouter le début du deuxième, écouter un petit 10 minutes. Et dans les premiers 10 minutes, il y a 2 recaps du premier film. Puis en bout de ligne, j'aurais pu commencer en écoutant Hellraiser 2, puis me rappeler au complet d'Hellraiser 1, puis même avoir vu le film au complet, parce qu'ils te font un recap de ça, mon homme, là, 2 shots de genre 3 minutes. Tu fais comme, j'ai vu Hellraiser. Et et voilà, c'est ça. Fait que je me suis pas rendu loin. Là. Je suis rendu à 10 minutes du deuxième, fait que faut que je m'y mette aussi. Mm-hmm. Le 2, je le trouve vraiment, vraiment ordinaire, personnellement. Là. C'est qui m'a dit? Il m'a dit, moi, mon préféré, c'est le 2. Mais je comprends. Je comprends que c'est un film que les gens peuvent aimer, mais je trouve que l'exécution en général, anyway, je ne veux rien te dire parce que tu vas le regarder et on va en jaser, c'est sûr. Mais pour revenir à Hellraiser 1, je trouve que Julia, qui est la femme qui amène les victimes, est convaincante malgré tout à l'écran. Je sais que tu n'aimes pas trop son fashion sense, mais de la façon qu'elle leurre les hommes, de la façon qu'elle les tue, man, de coups de marteau en arrière de la tête, là, de un, c'est hot. Je trouve que le sound design est bon. La transformation de Frank qui revient à la vie en reverse motion. Ça, c'est très cool. Ils ont fait une très bonne job. Là. Tout ce qui est effet, practical effect, whatever, là, c'est A1 dans top notch. 87. Les Cenobites, comment tu les as trouvés? Tu as le Chatterer qui est vraiment nice.
Ben, c'est celui qui claque des dents, qui n'a Ouais, pas il de claque des yeux. dents, Là. puis après, t'as le genre de gros avec les lunettes. La Butterball. fille Butterball. La fille, c'est quoi Ouais. son nom? La Je me femme, en souviens tout cas, pas. hein. Je me souviens pas, mais elle a comme un fil de fer qui passe dans les Ouais. joues et qui ouvre la gorge. Tu sais, c'est calisse que le Ah non, mais costume design est ouais, le ça costume coche. design est vraiment écœurant. Les personnages sont vraiment le fun. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que tu sais, quand tu regardes le film, mettons que tu regardes Hellraiser et tu n'as jamais vu la pochette. Tu connais pas, tu sais pas c'est qui Pinhead, etc. En bout de ligne, Pinhead, c'est même pas le dernier Cenobite à être là. Il se fait. C'est pas le. C'est même pas c'est pas le méchant là, de la fin là, que tu veux vaincre, quoi que ce soit. Il part un des premiers, poup, puis il sac son camp, puis après, il y a l'autre qui fait Ouais. ça, puis éventuellement, tu as la genre de bébite qui arrive. Fait que c'est quand même. Tu sais, il a fallu que l'agence de marketing, ou en tout cas, ou le monde qui ont fait ça, il ait une vision pour dire, crime, on va mettre ce dude-là sur la pochette. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver c'est quoi les original posters. Tu sais, y avait-tu des posters originaux du film qui n'était pas Pinhead? Puis la seule chose que j'ai trouvée, c'est Pinhead. Même la VHS, etc. Blabla. Fait qu'ils ont quand même réussi à prendre un personnage dans le film qui est en fait pas vraiment, tu sais, il est pas très, ben, je veux pas dire il est pas important, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il n'est Il pas est pas, important, Steve. c'est Non, non, ça, non. exact, ben, c'est ça. Tu as Puis raison. boum, Il n'est tu pas sais? important, mais il y a de l'impact. Il y Oui, a de c'est ça. l'impact, puis je pense, ma théorie là-dessus, OK, c'est un accident, Pinhead. D'après moi, ils ont fait des screenings, des pre-screenings, puis tout le monde Mmh. parlait de Pinhead. Le gars avec les Sûrement. clous, le gars avec les clous. Puis là, ils ont dit, Chris, on va marketer là-dessus, man, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut que tu vendes ton film. Puis je pense que Pinhead est devenu le leader de cette franchise-là par accident. Puis tu vas Oui, remarquer que plus ça avance, plus Pinhead est proéminent dans ses rôles, dans les oui. différentes suites. Puis à un moment donné, c'est juste lui. Tu sais. Ben, Ouais, c'est pas ça. c'est juste lui, il y a les autres Cénobites, mais Pinhead est au centre de tout ça. Mais comme tu dis, tu sais, c'est pas lui le personnage principal, puis il n'y a pas d'impact sur l'histoire ou sur le développement. Il aurait pu ne pas le mettre, Pinhead, puis ça aurait Oui, été ça aurait été le Butterball Cenobite puis le Chatterer. Mais le personnage, l'antagoniste principal, c'est Frank. Puis c'est je ça. trouve que Frank, il est top-notch. L'acteur qui le fait est hot. Son dialogue, la façon qu'il parle, c'est comme quand il met sa chemise blanche puis elle s'imbibe de sang tranquillement. C'est tout des. Euh, Moi, je trouve que c'est une belle lettre d'amour, là, vraiment, aux films d'horreur, aux fans d'horreur plutôt. Puis apparemment, Clive Barker était super content. Il était très impliqué, évidemment, dans tout ça. Là. Effectivement. Mais il était très content du transfert de son document vers un film. Tu sais, il y en a comme Stephen King qui a haï The Shining. Alors, Marc, c'est pas Stephen King qui a réalisé le film, mais Mmh. mon point est qu'il y en a certains, tu sais, mettons, certaines œuvres littéraires qui se traduisent très mal au cinéma. Puis je trouve que Hellraiser, c'en est une qui a bien passé le test. Tu sais. C'est ça, mais tu vois, j'avais un mauvais souvenir de quand que je l'ai vu quand j'étais jeune. Heu, j'ai été agréablement surpris de Cool! qu'est-ce que j'ai vu. Je me rappelais de la scène, qui est vraiment en parallèle avec, heu, quand il déménage, qu'il monte le divan, puis qu'en même temps, il y a la scène comme de sexe qui se passe, qui est un flashback, mais elle est très, très bien montée, cette Oh, scène-là, ça venant va de en toi, c'est un parallèle. gros Oui, compliment, oui, non, ça. non, non, mais ça va en parallèle et c'est une des choses que je me rappelais d'Hellraiser, c'est cette scène-là. Parce que je l'avais revu sûrement dans un cours de cinéma, il donnait un exemple ou et cetera et oui, cette scène-là est très bien montée. Fait que, tu sais, overall, je réécouterais pas Hellraiser, tu sais, comme je l'ai vu, quand j'étais jeune, je l'ai revu et là, I'm good to go en écoutant les autres et pouvoir, malheureusement découvrir cette Hey, franchise, je ne sais plus à quoi m'attendre avec toi, Steve, pour mais vrai. Là, j'ai t'es très hâte comme de voir t'es si ça vraiment va. comme le milieu entre moi et Martin Bruyère, je trouve. À date, là, t'es vraiment le milieu, tu sais. Moi, je peux Ouais, paraître snob, des fois, je le suis pas. J'aime plein de mauvais films, mais je le suis vraiment pas. Puis Martin, lui, c'est une porte ouverte, man. C'est comme, il s'écarte les fesses puis il dit rentrez, c'est tout le monde. Au sens, hey, c'est au sens figuré, Martin, là. Tu sais ce que je veux dire. En voulant dire let them all in. Je t'aime, Martin. C'est pas ça que ça voulait dire. En tout cas, tu comprends mon point. tellement une Puis je trouve que image. Martin, il est très ouvert. Voyons, style, là, je peux plus dire ça, hein, très ouvert. Il est très permissif avec, avec, avec les films qu'il dit aimer. Tu sais. Puis Ouais. toi, tu es un peu plus
t'es nuancé, je te dirais. Tu sais. Ouais. Mais moi, je cherche le divertissement pur et dur. Fait que c'est sûr que je reviens à The Witch, des choses comme ça, que souvent je vais trouver long et emmerdant, malgré que c'est beau et que ça veut passer un message. Bla. Donc, Hellraiser se situe entre les deux. Tu sais, il n'est pas. Ben, vraiment, il est dans notre sweet spot. Fait qu'il n'est pas trop long. Tu sais, avoir eu un 20 minutes de plus d'Hellraiser, je suis sûr que j'aurais fait comme là, Ouais. ça pue-tu finir. Tu sais. Mais tu Mais aurais bon. eu ton explication du début avec ton 20 minutes de plus. Fait que, tu sais, il faut comme qu'on choisisse nos batailles dans l'horreur des années 80, hein, des fois. Ouais. Puis la fin, comment tu as trouvé ça avec Frank qui porte la peau de l'oncle? Pas de Mais l'oncle, du père. du père. Non, mais ça, j'ai trouvé ça très cool. La seule chose, c'est que je trouve que ils l'ont joué un peu trop, pas assez mystérieux. Dans le sens que c'est pas très long, c'est que tu t'en rends compte parce que là, il y a du sang un peu, puis le kit sur lui, t'es comme presque dès le début. J'aurais aimé ça que que ce mystère-là dure un peu plus longtemps. Tu sais, qu'on s'en rende compte, mettons, comme 3-4 minutes après, là, qu'on pense vraiment que c'est son père, mais ça a pris comme 15 secondes. J'étais comme, c'est Frank, là. Ça, c'est Frank. Tu sais, comment il a changé de corps, comment il a fait ça. Et là, tu te rends compte qu'il portait sa peau. Fait que c'est très cool. Très cool. Ce côté-là est très là. Mais là, je suis vraiment intrigué. Là. J'ai hâte de voir combien de yeux que tu vas donner là-dessus, mon Steve, parce que t'es quand même fin avec le film, mais tu dis qu'il est moins bon que 10 autres films. Oui, effectivement. Que début de franchise, là, je trouve que tous les autres films. Je suis pas un fan de Texas Chainsaw Massacre, par exemple. Mais bon, le ça, 1 on en était reparlera. cœur. Ça, on en reparlera une autre fois. Mais je vais y aller très conservateur, puis je vais y mettre un 3 yeux. Je vais mettre un 3 yeux sur 5. C'est en haut de mon 5. Donc, j'ai dit que je ne le réécouterai plus jamais, mais ça pourrait arriver que je le réécoute dans plusieurs années. Et je trouve que c'est la note de passage pour un film d'horreur qui va avoir plusieurs suites que j'ai hâte, entre guillemets, de découvrir. Fait que 3 sur 5. Fait que tu lui donnes un peu mieux qu'un film moyen. Fait que c'est un bon film, sans plus, Ah ouais. que tu écouterais aux 5 ans, mettons. Ouais, peut-être au 10. Oh, calice. OK. Fait que Ouais, il te reste 2 fois à l'écouter puis t'es mort. C'est ça que tu essaies de me c'est ça. dire. Hey, wow. Mais quoi? Tu vas avoir 75. Ben drôle, toi. Pas si vieux que ça. En tout cas. Donc voilà, ouais, un petit 3 sur 6 pour Je pense pas Hellraiser. qu'il y a Je vais grand sûrement monde me qui prendre. vont déchirer leur chemise là-dessus dans nos auditeurs, Steve. C'est une note Ouais, qui je est sais fair. pas. Puis je pense que c'est à peu près ça qu'il y a sur IMDB aussi. Pas que Ah, je l'ai pas IMDB, c'est regardé. la référence, là, mais Non, juste pour non. dire, c'est un consensus quand même. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et là, maintenant, je me disais, qu'est-ce que je peux bien demander à Stéphane qui regarde la semaine prochaine? Là, j'ai Ouais. 2 choix. J'ai 2 choix. J'ai soit le choix que je voulais te faire avant que Martin se pitch entre nous deux quand on était au New Jersey HorrorCon, ou j'ai un autre choix d'un film que j'ai vu que j'ai capoté ben raide, mais je pense que j'aime mieux y aller avec Barbarian. Je veux vraiment Cool. revenir. Je veux que tu écoutes Barbarian. J'ai très hâte d'avoir ton opinion de Barbarian. Est-ce que tu as déjà entendu le mien? J'ai pas entendu le tien, puis si tu me dis on en a déjà parlé, rappelle-moi le pas, je vais rentrer là-dedans le plus froid possible. Parfait. Ben, j'en ai déjà parlé, mais je me rappelle plus comment. Puis, fait que j'en parlerai pas. J'ai hâte de voir si ton opinion, tes opinions vont ressembler aux miennes. Mais on va le savoir dans une belle semaine. Yeah. Hey, tu commences-tu à être tanné, toi, Steve, de dire qu'on a de quoi annoncer à nos auditeurs? Ben oui, mais là, ça se concrétise. Ben là, pas mal. Là. Il y a des affaires qui vont se faire cette semaine là, Ouais. qu'on ne peut pas dire encore, mais. Non, pas du tout. On peut juste dire qu'on a reçu un logo. C'est un beau logo. Ah! Ah, On ben, peut crème, dire je suis ça? content. Ben, je sais pas, j'ai Hein? pas vu ça, moi, Steve. T'as pas vu ça? Ben, come on. Un logo, attends un peu. Ouais, un logo là, un logo. C'est tout. Un logo, Juste c'est tout. un logo. On a reçu un logo. On va checker Puis, ça. On va aller fouiller dans mes affaires. ouais, éventuellement, on le montrera, là. On en parlera. Ouais. Si ça intéresse les auditeurs, remarque bien, là, peut-être qu'ils s'en foutent aussi. Là. Ouais, effectivement, parce que C'est quand même juste nous autres qui jasent. Là. C'est ça, y a-tu du monde qui nous écoute? C'est bien pas. C'est une bonne question. Mathieu Boivin. Allô, Mathieu. Mathieu doit nous écouter. Ben, c'est beau, tu as nommé celui qui nous écoute. Ah, mais Donald aussi, Donald nous écoute.
Allô, Daniel. Ah oui. Alec. J'ai dit allô. Allô, Alec. Alec. Ah oui, Alec. Daniel, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Ouais. Pas le choix. Il est sur le show. Donc, ouais, fait que là, s'il ne l'écouterait pas, il va un peu niaiseux si on pose des questions. Un brin. On verra, en tout cas. Fait que là, très bientôt, là, les auditeurs, on est sérieux. Là. On a de quoi vous annoncer pour vrai. Puis je pense que ça va être le fun. En tout cas, nous autres, on a extrêmement hâte. Là. On est comme 2 enfants d'une cour d'école. On est énervés un petit peu. Je pense qu'avant la fin, en fait, avant ma fête, on va avoir de quoi montrer à nos auditeurs là-dessus. Ah oui, c'est ça. Ça commence à être fatigant. Là, je suis comme agace un peu. Là. C'est sûr qu'avant que je parte pour aller à Barcelone, il faut avoir quelque chose. C'est bon. Jet set. Bon, sur ça, ben, à la semaine prochaine. Et plus qu'on avance, plus qu'on se rapproche du dévoilement de ce qu'on veut vous dire. Fait que c'est le fun. Pas pire, j'ai très hâte. OK. À la semaine prochaine, mon Steve. Bye, gang. Salut les démons.